Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, les sciences et technologies nucléaires et sécurité alimentaire mondiale. Une conférence ministérielle de l'Agence internationale de l'énergie atomique tenue à Vienne. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjumani, a plaidé pour l'accès aux innovations scientifiques afin de soutenir la production agricole. Et environ 75 milliards de francs CFA, c'est le montant octroyé par l'Union européenne à la Côte d'Ivoire. 5 conventions signées avec le ministre des Finances et du Budget. Ce financement concerne les secteurs tels que le développement durable, la sécurité, la transition énergétique, l'immigration et la gestion des ressources naturelles. Et d'autres moyens mis à disposition, 145 milliards de francs CFA pour la gestion des carrières dans le secteur des ressources extractives et énergétiques. Les Ivoiriens dans le secteur peuvent bénéficier d'un accompagnement technique et financier. Le ministre des Mines, Pétrole et Énergie, Mamadou Sanafowa Koulibaly, a lancé un fonds au CIREX 2024. Et puis le Tchad a annoncé hier la fin de l'accord de coopération en matière de défense signé avec la France. C'était le dernier pays sahélien à abriter les forces françaises. Une annonce surprise survenue après la visite à N'Djamena du chef de la diplomatie française. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce vendredi à sa résidence à Cocody le ministre d'État des Émirats arabes unis en charge des affaires africaines, Cheikh Chaboud bin Nahyan Al Nahyan, a évoqué avec le chef de l'État le renforcement de la coopération entre les deux pays. Ils ont aussi parlé de divers sujets d'intérêt commun dans le sens du renforcement des liens entre les Émirats arabes unis et la Côte d'Ivoire. La politique culturelle en Côte d'Ivoire est un sujet au centre des débats lors des grandes rencontres du CESEC, Conseil économique, environnemental et culturel. La ministre de la Culture était à la tribune. Françoise Remarque a plaidé pour des lois visant une meilleure protection du patrimoine culturel et une valorisation du savoir-faire local. La rencontre a permis de comprendre la contribution de la culture dans le développement du pays. Marie-Chantal Akandan, Célestin Frodo. La culture, miroir de l'identité ivoirienne et l'évier de son rayonnement, s'impose aujourd'hui comme un enjeu stratégique national. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a partagé cette vision avec le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le président de l'institution a salué cette tribune comme une opportunité d'échange. En menant des réflexions sur la politique culturelle, nous pouvons identifier des solutions concrètes pour surmonter les obstacles actuels et tirer parti des opportunités offertes par notre riche patrimoine et notre créativité. L'invité du jour aux grandes rencontres du CESEC a ainsi esquissé une feuille de route ambitieuse positionnant la culture comme un pilier incontournable de la transformation sociale et de l'influence de la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale. À partir du moment où l'identité culturelle, les valeurs que porte la culture autour de la cohésion, lorsqu'on c'est financé, ça permet de prévenir les conflits. Ça permet d'accompagner nos entrepreneurs culturels. Ça permet aussi d'accompagner quelque part la politique d'employabilité autour des jeunes. Et c'est pour cela que dans leur politique aujourd'hui, les partenaires techniques financiers mettent de l'argent pour accompagner les politiques culturelles. Au cours de ces moments d'échange avec les conseillers économiques, la ministre Françoise Remarque a plaidé pour un cadre législatif solide, favorisant la protection du patrimoine culturel, la promotion des langues nationales et la valorisation des savoir-faire traditionnels. Elle a réaffirmé l'urgence de consolider l'identité nationale et de renforcer le rayonnement international de la Côte d'Ivoire en inscrivant la culture au cœur des politiques publiques. Je vous emmène maintenant en Autriche. Les sciences et technologies nucléaires, quelle contribution à la sécurité alimentaire mondiale? La Côte d'Ivoire donne sa vision. Une conférence ministérielle de l'Agence internationale de l'énergie atomique tenue à Vienne. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjumani, a plaidé pour l'accès aux innovations scientifiques afin de soutenir la production agricole. Envoyé spécial Jean-Luc Bangbo, Fernand Conan. Atom for Food. Des solutions sur mesure pour la sécurité et la sûreté alimentaire.
Tel était le thème du panel auquel a pris part le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, à la deuxième journée de la conférence ministérielle sur les sciences et technologies nucléaires au siège de l'AIEA à Vienne. Au cours de cette session, le ministre d'État a levé un coin de voile sur les attentes de la Côte d'Ivoire en la matière. Nous avons décidé de développer les différents secteurs d'activité agricole par la mise en place de technologies appliquées, d'abord moderniser notre agriculture. En matière de technologie nucléaire, nous ne sommes pas très avancés comme d'autres pays, mais nous avons décidé de travailler de concert avec les techniciens en la matière pour d'abord former nos jeunes à l'application de cette technologie sur nos productions. Le ministre Adjoumani est revenu également sur les avancées obtenues par la Côte d'Ivoire grâce à l'accompagnement de l'AIEA. L'AIEA nous a aidés à équiper nos laboratoires d'analyse de développement agricole et notre objectif aujourd'hui, c'est que l'AIEA nous assiste afin que nous puissions disposer de nouveaux instruments capables de nous permettre d'être certifiés et de pouvoir commercialiser nos produits sans aucun risque. Les échanges ont également porté au cours de ce panel sur l'optimisation des sols à l'agriculture intelligente face au climat, la protection des consommateurs, la conservation des récoltes ainsi que les initiatives en faveur des femmes dans le domaine agricole. Le tout pour garantir à la Côte d'Ivoire et à la planète la sécurité alimentaire. Et restons dans cette dynamique de la coopération qui se renforce entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Les deux parties ont signé des conventions à un montant total d'environ 75 milliards de francs CFA. Une enveloppe qui va permettre de soutenir le développement durable, la sécurité, la transition énergétique, l'immigration et la gestion des ressources naturelles. Léon Brou. Par cette signature de son ambassadeur résident, l'Union européenne alloue sous forme de dons à la Côte d'Ivoire, représenté par le ministre des Finances et du Budget, 112 millions d'euros, soit environ 75 milliards de francs CFA. Ces 5 actions visent à accompagner la Côte d'Ivoire sur le chemin d'un développement inclusif et durable, en alignement total avec le plan national de développement. Il s'agira de favoriser la création d'emplois, la transformation des filières agricoles et sylvicoles durables, l'atteinte des objectifs climatiques et puis la paix et la stabilité. Aussi ciblé, énergie verte, lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, gestion des migrations. 5 secteurs clés en lien avec le plan national de développement 2021-2025 pour améliorer le bien-être des populations et la Côte d'Ivoire reconnaissante à l'Union européenne. Le gouvernement ivoirien, sous la houlette de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, ne ménage aucun effort dans la lutte contre la pauvreté en veillant à réduire les inégalités et à promouvoir une croissance économique inclusive et durable. Ces soutiens de l'Union européenne témoignent allègrement de la solidarité internationale pour faire face aux défis mondiaux de ces dernières années. Les financements consécutifs à la présente convention portent à 340 millions d'euros l'allocation du 11e Fonds européen de développement à la Côte d'Ivoire entre 2021 et 2024. Pour la période 2025-2028, cette allocation représente 153 millions d'euros, soit 100 milliards de francs CFA. On va rester dans les chiffres. Un autre secteur en plein essor, les acteurs des mines, pétrole et énergie peuvent désormais bénéficier d'un accompagnement technique et financier. Le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly a lancé un fonds lors du CIREX. Il est doté de 145 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises. Des détails avec Juliette Ouéa. Un fonds de 145 milliards de francs CFA pour favoriser la gestion des carrières par les entreprises minières ivoiriennes. Ce fonds qui permettra aux Ivoiriens, pas qui ont les moyens, mais aux Ivoiriens qui sont vraiment intéressés par la chose minière, de se constituer en syndicat et bénéficier de l'assistance, d'abord technique de ce fonds, mais aussi de l'assistance financière de ce fonds.
Ce fonds s'inscrit dans le programme de gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara, qui identifie le secteur minier, pétrolier et gazier comme un levier majeur du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. En effet, peut-on développer un pays sans la contribution significative d'un tissu industriel local? Il me plaît donc de saluer l'initiative et l'engagement du groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire, GPMCI, qui a su identifier les besoins critiques de notre secteur et concevoir une solution ingénieuse de financement adaptée à nos réalités et porteuse d'avenir. Toujours dans le cadre du CIREX 2024, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, a accordé des audiences à des délégations françaises et chinoises. Leurs entretiens ont porté sur des partenariats et autres projets de développement. Le Salon international des ressources extractives et énergétiques se poursuit. Le groupement des entreprises de services pétroliers et gaziers a aussi un financement. Il a signé avec un partenaire privé un accord de 50 milliards de francs CFA. Ce montant va faciliter la compétitivité de ces entreprises et les aider dans leur croissance. Frédéric Gorebi, Jean-Marc Diadji. Participer à une levée de fonds d'environ 50 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises du secteur pétrolier et gazier en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur le contenu local et la promotion des champions nationaux. C'est l'objectif visé par cette signature de convention entre le groupement des entreprises de services pétroliers et gaziers et une structure privée. Les financements vont permettre de développer des entreprises de services pétroliers ivoiriennes et donc va cocher de développer l'économie de la Côte d'Ivoire, parce qu'on sait très bien qu'il y a des défis et des enjeux stratégiques pour notre pays dans le secteur pétrolier. Étape clé pour faciliter l'accès des entreprises ivoiriennes au financement adapté à leurs besoins. Plus qu'une levée de fonds, c'est un partenariat réel. Nous allons travailler main dans la main pour arriver à trouver des solutions pour résoudre les problématiques de financement à plusieurs niveaux. Nous allons engager des institutions locales aussi qui vont s'engager avec nous pour trouver des solutions pragmatique et puis facile à implanter pour les membres du GES. Selon les parties signataires, les fonds mobilisés permettront de financer les projets de développement et d'expansion du secteur pétrolier et gazier en Côte d'Ivoire. Pour parfaire sa mise en œuvre, des mécanismes vont être mis en place en attirant un éventail d'investisseurs institutionnels et privés. Le CIREX qui se poursuit jusqu'au 2 décembre. Un autre rendez-vous en terre ivoirienne, la 14e conférence de l'Association africaine de télédétection de l'environnement. Cette rencontre rassemble une vingtaine de pays et va permettre d'employer la technologie pour relever les défis économiques et environnementaux. Grâce Kando. Décideurs politiques, scientifiques, chefs d'entreprise et autres parties prenantes réunis à Abidjan pendant 5 jours dans le cadre de la 14e conférence de l'Association africaine de télédétection de l'environnement. La présente conférence a pour but d'examiner les difficultés de l'Afrique à mettre en œuvre les technologies de la détection et à trouver donc des solutions pour le développement durable de l'ensemble des pays de l'Afrique. Changement climatique, gestion durable des terres, crise alimentaire, pression démographique croissante, le continent est confronté à des défis, d'où le choix du thème « Observation de la Terre, pilier du développement durable ». Dans ce contexte, l'observation de la Terre s'impose comme un outil stratégique. Grâce aux données géospatiales et aux technologies de la télédétection, nous pouvons mieux comprendre les dynamiques environnementales et anticiper les crises et prendre des décisions éclairées pour un développement durable. En Afrique, les potentialités de l'observation de la Terre sont immenses. Dans l'agriculture, elle permet d'optimiser les rendements, anticiper les sécheresses et assurer la sécurité alimentaire. Dans la gestion des ressources en eau, elle permet également de surveiller les nappes phréatiques, prévenir les inondations et garantir un accès équitable à cette ressource vitale. Dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres, l'observation de la Terre permet d'identifier les zones vulnérables et à renforcer les stratégies de restauration. Pour le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré-Conan, cette rencontre d'Abidjan est donc une plateforme essentielle pour partager des expériences et élaborer des stratégies communes.
J'ai le plaisir de recevoir ce soir 2 champions et le premier que je vais vous présenter avec beaucoup de plaisir, Iron Bibi, l'homme le plus fort du monde. Merci Bonsoir. Beaucoup. Bonsoir, comment vous allez? Oui, ça va très bien, vous avez battu votre propre record, 231 kilos. Effectivement. C'était au Royaume-Uni. Vous allez nous en dire un peu plus. Ok, il n'y a pas de problème. Et puis juste à côté, Omar Khan, Ruk. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Ouais, merci beaucoup. Alors, messieurs, tout de suite, ce record qui est battu par Iron Bibi au Royaume-Uni, comment ça s'est passé? J'avoue que ce n'était pas simple. C'est vraiment le soutien de tout le monde, hein. Vous tous qui me soutenez depuis mes débuts. Et ça fait 6 fois de suite que je suis champion du monde. Et c'est la 3e fois que je brise le record du monde. Donc, il était déjà à 228 kilos. Et j'ai pu le briser à 229, ensuite à 230. Et là, on est à 231 kilos. Et je pense qu'il y a encore du jus pour avancer et je vais continuer de travailler fort. Jusqu'à combien de kilos? Mon objectif, je ne l'ai pas caché. J'ai envie de faire 240 kilos parce que je sais déjà qu'il y a déjà un grand écart entre moi et puis mes adversaires. Mais pour moi, c'est de créer l'histoire. Et un autre champion juste en face de vous, Ruk, qui réussit une mutation de la lutte sénégalaise au MMA, qui d'ailleurs détrône Anthony, le détenteur 3 fois champion, détenteur du titre au MMA. Comment vous réussissez cette transition de la lutte sénégalaise au MMA? But before I do wrestling, my family is wrestling. I am young, I do wrestling. Only 6 years I do wrestling. After 2019 I go into MMA, Si ça va en français, on peut y aller. Je peux l'aider. Ouais, after this is my headache. Okay. My French is not good. Ok, donc je traduis un peu. Il dit que en fait son background, c'est du wrestling depuis qu'il a grandi. Toute sa famille, ils font vraiment de la lutte sénégalaise. Vous avez vu déjà avec son style. Hein? Oui. Voilà, donc il dit qu'il a commencé le MMA, c'est en 2019. En 2019. Et moi, je l'ai suivi. J'ai suivi ses débuts. Et je pense que la transition n'a pas été facile. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de personnes... Mais justement, parlez-nous de cette difficulté rencontrée, parce qu'effectivement, c'est assez curieux. De la lutte sénégalaise au MMA et en plus aujourd'hui détrôner un champion du monde. Oui, but the MMA is you see it is the 17% is wrestling. Okay. But after you're gonna go take the boxing, jiu-jitsu, but it's very very hard. Okay. Il dit le mix martial art. Et il dit 70%, tu veux dire non? 70% c'est la lutte. Et le reste maintenant c'est la boxe que tu dois apprendre, le kickboxing et tout. Donc il était obligé vraiment de tout apprendre pour s'adapter au mix martial art. Donc finalement on peut dire que ça a été facile, parce qu'il y a beaucoup plus de lutte sénégalaise. Il y a beaucoup de lutte sénégalaise, mais it's very very hard to train MMA. Très difficile, d'accord. D'accord. Alors aujourd'hui, tu es en Côte d'Ivoire, Iron Bibi et Ruk pour soutenir la première édition du Gala international de MMA, arts martiaux mix. Iron, je vous demandais tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, c'est de montrer l'union vraiment, cette union africaine, parce qu'il y a déjà plus de 10 pays, 10 combattants venant de 10 différents pays, ici, en Côte d'Ivoire, qui sont présents. Et nous, avec nos différents titres mondiaux, c'est vraiment de soutenir, de motiver cette jeunesse africaine et de leur prouver que c'est possible. Si j'ai pu être champion du monde, si Ruk est champion du monde aussi, c'est bien possible. Et comme vous le savez, Côte d'Ivoire, c'est le pays vraiment très, très accueillant. C'est la meilleure place pour une compétition de cette envergure. Ruk? But I come in here for the one event, Eric Favre. But I see the people, the Senegal is come back here, the Balagay, the Amasen, Ladaguerre, it's very, very good, this événement. Il dit il est venu pour l'événement de Eric Favre et puis il y a beaucoup d'autres Sénégalais qui sont déjà venus
C'est qui tu as dit La 30. Voilà, quelques Sénégalais Balagaï qui sont déjà venus. Et ça lui fait plaisir aussi de venir participer à un tel événement. Oui. D'accord. Et cette première édition qui se tient justement à Abidjan, messieurs, on vous attendra, mais juste un mot sur comment vous regardez cet art martial qui, je pense, est quand même en pleine évolution, peut-être moins pour Iron Bibi avec son poids. Il nous dira comment ça évolue aujourd'hui. Quel est le regard? Est-ce qu'on peut avoir d'autres Iron Bibi ou comment il travaille à ça? C'est possible. Pour moi, je dis être champion, c'est la force mentale surtout. Et déjà, nous, en tant que dévanciers dans ce domaine, c'est de montrer vraiment à la génération qui vient que c'est possible. Voilà. Et tout est le mental. Si déjà ton mental dit que tu peux le faire, voilà, déjà il n'y a plus ce blocage. Donc c'est notre devoir vraiment de motiver, de montrer que c'est possible. Et moi, je suis sûr qu'il y a beaucoup de champions ici en Afrique. Et c'est à nous vraiment d'allumer cette flamme en eux. Oui, pour ces jeunes qui, vous le voyez sur le continent, au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, un peu partout. Ouais, I see somebody fight in Côte d'Ivoire, Cameroon, Nigeria, all the Africa, it's only me and Gano. It's the MMA and John and what's her name, the guy from Nigeria. Kamaru Usman, another guy. From Israel Adesanya. Israel Adesanya. Only four persons. They have another. Quand même très peu, 4 personnes. Why? It's 4 persons. Why? He have another boy is coming, but you're gonna everything. You're gonna same block, same team. You're gonna go up Africa, C'est ça. Donc il dit, voilà, si on prend vraiment l'Afrique, il y a lui. Et puis il y a Francis Ngannou, il y a Kamaru Usman, Israël Adesanya, et pourtant il y a d'autres talents. Voilà, donc il dit c'est le moment vraiment d'évoluer en team, d'évoluer en équipe tous ensemble. Merci, champion du monde de MMA, et puis notre champion du monde en face, Iron Bibi. Merci messieurs. Et puis je rappelle, vous êtes à Abidjan pour cette première édition du gala international de MMA qui se tient à Abidjan. Messieurs, merci. Vous restez avec moi, on va aller peut-être un peu loin du ring, mais c'est un autre combat qu'il faut mener, mettre fin aux violences basées sur le genre, et c'est l'affaire de tous. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant appelle à plus d'engagement. La campagne des 16 jours d'activisme a été lancée ce vendredi à Korogo, une campagne pour sensibiliser les populations, renforcer les actions de protection et d'autonomisation des femmes et des filles. Ami Sissoko. 35% des femmes dans le monde ont subi des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à ce fléau. En 2023, plus de 8000 cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés, dont plus de 1000 cas de viol. Face à ces chiffres alarmants, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant appelle à l'action. Il a lancé à Korogo ce vendredi la caravane de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Korogo s'est engagé dans le train de l'émergence en disant non aux violences faites aux femmes et aux filles. Korogo s'est engagé dans le train de l'émergence en disant oui à la protection des femmes et des filles. ONG, ONU Femmes et ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ont tour à tour exhorté les communautés à briser le silence et appeler les hommes à devenir des alliés dans cette lutte. Je suis convaincu qu'avec une volonté commune, un engagement à long terme et une action concertée, nous pouvons créer une Côte d'Ivoire et un monde où chaque femme et chaque fille vit libre de toute forme de violence. Je voudrais lancer au nom de Madame la Ministre un appel solennel à tous, aux autorités locales et aux leaders communautaires, pour qu'ils continuent de sensibiliser et de protéger les femmes et les filles dans leur localité, aux familles, pour qu'elles brisent le silence et dénoncent les violences. Sur le terrain, ce combat prend une dimension concrète avec l'inauguration d'un centre de coûte de transit pour les victimes à Korogo au sein de l'IFEF.
Mis en place grâce au soutien de l'ONG italienne AFSI, il vise à offrir un accompagnement psychologique, social et juridique aux survivantes. Une autre sensibilisation qui continue. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance continue son opération de déclaration des patrimoines. Les services se rapprochent des fonctionnaires et agents publics dans les régions. Une mission spéciale s'est tenue à Dimokro et Daokro. Cette campagne est un pas de plus dans le renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption. Michel Digré. Il n'y a rien à cacher. On déclare toujours bien pour être en règle vis-à-vis de l'État. Rien à cacher, les fonctionnaires et agents de l'État assujettis à la déclaration de patrimoine adhèrent de plus en plus à cette exigence constitutionnelle. Quand vous êtes ordonnateur de dépenses, il faudrait que les gens arrivent à savoir qui vous étiez, qu'est-ce que vous avez, pour qu'en fin de gestion, on puisse vous évaluer et savoir, après votre passage à la gestion, qu'est-ce que vous êtes devenu. Cette opération dans les régions du Nzi et de l'Ifou leur permet de remplir sur place les formulaires, évitant ainsi les déplacements au siège de la HABG à Abidjan. Nous aussi, nous prenons le relais de cette institution ici au plan régional pour inviter tous ceux qui sont concernés à s'y soumettre. Pour dire que ces missions ont été décidées par le président Epiphane Zorobi Balo, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, qui nous a instruit à l'effet de rapprocher les services de la direction du traitement des déclarations de patrimoine de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance des assujettis qui sont en poste à l'intérieur du pays, pour permettre à ces assujettis-là de pouvoir déclarer leur patrimoine sur place dans les différentes préfectures des régions. La déclaration de patrimoine est un instrument clé de prévention contre la corruption et les abus. Elle permet de distinguer clairement les biens privés de ceux de l'État. Et le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle du service civique était en visite dans la région du Moronou. Mamadou Touré suit les bénéficiaires des différents programmes Emploi Jeunes. Il a pu les rencontrer dans les localités de Mbato, Ara et Bongwanou. Il est satisfait des résultats. On en parle avec Emmanuel Niamien. Après le Bunkani, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique dans la région du Moronou. Pendant 72 heures, où ces services se sont déployés pour proposer les offres d'emploi, de formation et de financement de projets à la jeunesse, Touré Mamadou est venu s'enquérir du dispositif mis en place et aussi pour visiter les bénéficiaires des financements des activités génératrices de revenus. De Mbato à Bongwanou, en passant par Ara, il a pu voir des jeunes opérant dans diverses activités se réjouir d'être aujourd'hui autonomes. On a obtenu un prêt de 2 millions. Sincèrement, depuis qu'on a eu ces sommes-là, on a pu prendre beaucoup de marchandises à notre disposition. Et ça fait qu'on s'en sort très bien. J'ai bénéficié de 400 000 francs. C'est ce que vous voyez devant, tout à l'heure, c'est parti des moyens que j'ai reçus. Et à partir de ces moyens, j'ai fait l'ouverture d'un salon de coiffure à coudre pour ma femme. Touré Mamadou s'est réjoui de savoir que le dispositif mis en place pour aider les jeunes répond à leurs besoins. On a été d'abord voir donc une jeune dame qui a eu 2 millions de francs CFA pour faire une quincaillerie et qui arrive à faire un chiffre d'affaires de entre 25 et 45 000 francs CFA par jour. Nous avons été donc dans une pharmacie où dans le cadre donc de placement des jeunes en stage de qualification, nous avons eu 5 à 6 jeunes dames qui ont pu avoir leur premier emploi. Donc ce que je retiens de tout ça, c'est que le dispositif déployé est efficace. Le clou de cette visite dans le Moronou a été la cérémonie de remise d'équipements aux bénéficiaires des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO et la remise des chèques aux bénéficiaires des activités génératrices de revenus. Cet appui exceptionnel a coûté plus de 441 millions de francs CFA et va toucher 935 jeunes du Moronou. Pour les programmes d'apprentissage et de chantier école, nous avons 200 jeunes qui seront impactés pour 116 millions de francs CFA. Pour les activités génératrices de revenus et les financements, nous avons 260 jeunes qui seront impactés pour 117 millions de francs CFA. Pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, nous avons 275 jeunes qui seront impactés pour 178 750 000 francs CFA. En 2 ans, ce sont 7 358 jeunes qui ont été bénéficiaires des programmes Emploi Jeunes dans la région du Moronou pour une enveloppe budgétaire de plus de 2 milliards de francs CFA.
En marge de cette visite, le ministre Touré Mamadou a inauguré le tout premier marché du village de Mbaoussessou, situé à 15 km de Bongouanou, à la grande joie des populations bénéficiaires. Dans le reste de l'actualité, allons au Tchad pour terminer. Le pays a annoncé hier la fin de l'accord de coopération en matière de défense signé avec la France. C'était le dernier pays sahélien à abriter des forces françaises. Une annonce surprise survenue quelques heures après une visite en N'Djamena du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Cette rupture annoncée a pris tout le monde de court. Personne n'a été informé. À Paris, une réunion de crise, un conseil de défense organisé en urgence à l'Élysée pour comprendre la situation. La grande majorité des Tchadiens en N'Djamena sont très heureux d'apprendre la nouvelle. Beaucoup saluent cette décision. Voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que seuls ces petits ont accès à la tanière du lion. Dieu le voulant, on se retrouve demain.